Salut à tous. Bon, il est temps de parler. Dernièrement, vous avez vu passer les actus concernant le travail, que ce soit en tant qu'interne, CDI, et en tant que freelance. Ça bouge pas mal. Donc je voulais qu'on discute, qu'on parle un peu de ce qui se passe et essayer de trouver un peu des explications à ça. Pourquoi le marché est comme il est aujourd'hui. Et je pense que c'est une crise qui ne date pas d'hier. Donc ça fait quand même quelques années que le marché se dégrade, mais il y a une raison à ça. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en tout cas à mon avis, ce n'est pas à cause de l'IA. Du moins, pas totalement. On va aller sur un des articles que j'ai publié il y a quelques temps. On va essayer d'en regarder plusieurs. Donc je vous invite à visiter le blog dev-freelance.fr. Euh, et on va parler de les actus importantes. On va regarder ça. Actu en vrac, TDD et Intel. Ouais. Ce sont des articles que je pense qui transcrivent pas mal ce que je pense du marché aujourd'hui. Alors, les actus importantes de mai 2025. Ces actus-là ne concernent pas le travail. Bon, bah, c'est Apple qui fait un changement concernant ses politiques sur l'App Store. Il me semble que pour le moment, c'est encore aux États-Unis. C'est encore qu'aux États-Unis, je veux dire. On va attendre que ça impacte un peu plus du côté de chez nous, quoique. Je crois que le procès, s'agissait d'un procès européen, si je dis pas de bêtises, ou quoique. Parce qu'il y a eu une reprise aussi des procès côté US, portés notamment par les mecs qui font le moteur Unreal, là, Epic. Ouais, Epic. Donc, qui avait attaqué Apple à cause de la marge qu'ils prenaient sur les applications de l'App Store. Donc non, c'est pas cet article. Les actus en vrac de mai 2025, licenciement massif. Ouais, ça c'est pas mal. Licenciement massif. Celui-là. Donc crise de l'emploi dans la tech après des licenciements massifs. Quelle perspective pour 2025? Donc ouais, c'est un article qui parlait de pas mal de licenciements qu'il y avait à l'échelle mondiale. Euh, alors, apparemment 280 000 personnes en France. Ouais, il parlait de. Ouais, il y a les États-Unis aussi. Parce que je crois que c'est eux les premiers en tête de liste, c'est les Américains qui licencient le plus. Ouais, voilà. Donc, largest layoff, Dell, 18 500 personnes, Intel, 15 000, Amazon, 14 000, Samsung, 14 000, donc du côté de la Corée. Tesla, on est toujours sur les Américains, 14 000. Donc, on peut continuer à descendre, hein, mais est-ce qu'il y a des Français dans cette liste? J'en vois pas vraiment. Ça paye les Allemands. Ouais, on n'y est pas encore. Ouais, encore. Le encore est important parce que je pense que ça finira par venir. C'est vrai que nous, on est quand même pas mal jet-lagués, hein. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ce soit en termes de techno, on reçoit après, que ce soit en termes d'innovation, on reçoit après, mais ça sera pareil pour le marché, hein. Je pense que chez nous, on va commencer à adopter aussi cette approche où on va massivement mettre les gens dehors. Et ça a déjà commencé. Donc dans mon entourage, je connais des personnes qui se sont fait sortir. Et je pense que c'est dû à une manœuvre de maximisation de la rentabilité, parce que bah, ces personnes restent compétentes, hein. Ce sont des personnes, j'imagine, comme vous et moi, qui sont capables de faire un travail et bah, qui font progresser, mine de rien, la société au quotidien. Mais à un moment donné, quand on est face à un mur où on se dit, bah, est-ce que ma boîte elle va survivre les 5 prochaines années, ou est-ce que tout de suite je commence à faire des coupes et je me dégage suffisamment de marge pour, euh, pour pouvoir résister face à une concurrence accrue dans les années à venir, c'est peut-être un choix à faire. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais je comprends leur démarche, en tout cas. Parce qu'il faut savoir que ce recrutement massif, qui date pas d'hier, hein, je pense que ça partait d'une stratégie, premièrement d'ego. Les boîtes étaient très fières de dire je recrute tant de personnes, une grosse boîte, etc. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Je pense qu'aujourd'hui même, on est fier de se dire ouais, on est 10, mais on a fait tant de millions. Et je pense que entre nous, ça fait beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'écho. Je sais que à l'origine,
dans tout ce qui était venture capital, les investisseurs, ils avaient l'habitude de se dire, ouais, mais si l'équipe, elle n'est pas nombreuse, c'est pas suffisamment solide pour que nous, on y mette un billet, parce que ben, si demain, les gens, ils sont off, qu'il y a un accident, ou ouais, qu'il y ait une indispo, qui prend le relais, quoi. Dans les plus petites équipes, c'est un peu plus compliqué, effectivement, mais au final, bah, il existe des projets où les gens ne sont pas forcément nombreux, les équipes du moins ne sont pas nombreuses, mais la performance est là. Performance financière, économique, si vous voulez. Et, euh, et du coup, je pense que ce mouvement a commencé à arriver chez nous. On voit SAP là. Je disais du côté de l'Allemagne, c'est bien une boîte allemande, hein, si je ne dis pas de bêtises. SAP, ouais, Germany. Ok, ouais, c'est une boîte allemande. Donc on va pas être loin, hein. À un moment donné, ça arrivera chez nous. Et ça ne m'étonne pas trop. Alors, c'est pas le seul article sur lequel je voulais qu'on s'attarde. Là-dessus, je parlais de Intel, ouais, qui supprimait une vingtaine de milliers d'emplois. En même temps, Intel, c'est pas trop surprenant parce qu'en fait, ils n'avaient pas une super bonne santé financière. En bourse, ça allait pas trop. Donc, ils avaient moins accès au fonds, au capital. Et du coup, bah, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Pour Intel, ouais, Intel, c'est vraiment un cas particulier. Ils n'ont pas trop le choix. Parce qu'en fait, la compétition avec AMD se passe pas bien. AMD a pris tellement d'avance que ouais, ils essaient de trouver des solutions, quoi. J'ai envie de dire, ça me choque pas trop. X avait viré 1200 personnes, c'est ce que je dis dans l'article. Quand il était arrivé, hein, Musk, il avait dégagé 1200 personnes. Prenez pas mal, hein, dégagé, oui. Il avait remercié 1200 personnes. Bon, mauvais, il n'a pas cherché, hein. À mon avis, il a quand même fait un tri. Je pense qu'il garde ce qu'il estime être des gens performants. Maintenant, est-ce que c'était le cas? Parce que savoir que dans des boîtes, souvent on se trompe, hein. Le relevé de performance, si on écoute certains managers, il se fait juste sur des dashboards en disant oui, mais lui il a fermé tant de tickets, il est trop fort et tout. Sauf que le mec il fait que de la translation, donc j'ai envie de dire, bah, des tickets comme ça, t'en prends 50 par jour. En attendant, si tu lui demandes de faire un truc technique, bah, il n'y a plus personne, tu vois. Ces cas-là existent aussi. Donc, il faut quand même se méfier. J'imagine qu'il y a aussi des bons qui sortent dans ce genre de licenciement massif. Donc, on avait dit Intel, c'est pas la première fois parce qu'il avait aussi fait une première vague de licenciement. Quoique c'est peut-être le même celui-là. 2,04, ouais, c'est le même. Il avait fait une première vague de licenciement, il me semble, l'année dernière. Donc, ça, c'est la deuxième 20 000. Et c'est, ce sont pas les seules boîtes en fait, parce que ouais, j'avais cité encore dans un autre article que Riot Games. Donc Riot, c'est une boîte chinoise, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, américaine. Pourquoi j'ai. C'est quoi Riot Games? League of Legends. Attends, c'est une boîte américaine, mais son investisseur c'est Tencent, si je dis pas de bêtises. Voilà, Riot Games acquired by Tencent Conglomerate. Donc pour moi, Riot Games c'est chinois, hein. Alors même s'il garde son QG aux États-Unis, c'est pas une boîte américaine. Donc eBay 1000 personnes, TikTok 60 personnes. Bon, TikTok ça va, pas beaucoup de gens finalement. YouTube 100, Google 1000, Amazon 30. Amazon c'est beaucoup plus que ça il me semble. SAP 8000. Ouais, SAP ça rigole pas. Et d'ailleurs sur le chart qu'on a vu. Ah merde, j'ai fermé. Ouais, je crois que j'avais vu 9000 sur le chart. Ça veut dire qu'après la communication, il y a encore eu plus de gens dehors. Mon trip. Donc les boîtes licencient. Donc ça c'est le premier constat, les boîtes licencient. Maintenant, j'avais parlé de ça dans un podcast. La question, c'est de se poser pourquoi les boîtes licencient. Est-ce que c'est à cause de l'arrivée de l'IA, comme disent beaucoup de gens sur les réseaux sociaux? Honnêtement, je pense pas. Moi, je pense que c'est dû à une mauvaise habitude qu'avaient les sociétés, les startups, etc. pendant un long moment entre 2010 et 2020. Ça a été de lever beaucoup de fonds, de partir dans tous les sens, de recruter tout azimut pour essayer de prendre des marchés euh, très rapidement, sauf que bah, cette stratégie-là, elle ne s'est pas avérée payante. Ça correspond, si vous voulez, à une stratégie, si on ramène ça au référencement, SEA. On a payé du trafic pendant longtemps parce qu'on injecte beaucoup de fonds, on paye, donc on paie finalement de la croissance, on la paie, on la finance la croissance. Et à un moment, quand on atteint un plafond de verre,
bah, si cette croissance, elle continue pas, à un moment donné, on tape, on retombe. Donc il y a eu beaucoup de fonds qui ont été cramés comme ça. Et en face de ça, on a une autre stratégie, qui est une stratégie beaucoup plus long terme, euh, de la même manière que dans le référencement, qui serait plus proche du SEO, qui serait finalement une croissance organique, c'est-à-dire que ben, au lieu de grossir sa team en recrutant 115 personnes cette année, etc., on va essayer d'y aller avec notre croissance, faire du chiffre et être capable de dégager de quoi créer de nouveaux postes pour continuer à financer la croissance, plutôt que d'injecter beaucoup de fonds, prendre beaucoup de gens et espérer taper une croissance. Vous voyez, la démarche n'est pas la même. On grossit les équipes et on espère que la croissance va arriver, donc que le chiffre va monter. Et de l'autre côté, on fait monter le chiffre et avec ces nouveaux résultats qu'on a dégagés, eh ben, on prend des gens. Donc cette approche, qui je pense est beaucoup plus saine finalement pour une entreprise, ben, elle a été négligée pendant longtemps parce que ben, les gens ils ont voulu conquérir des marchés à cause d'une mondialisation aujourd'hui féroce. Aujourd'hui, les gens se disent, ouais, mais en fait, j'ai pas envie d'attendre 5 ans parce que dans 5 ans, mon concurrent dans un autre pays, il va venir et il prendra le marché. Donc, je préfère prendre aujourd'hui 200 personnes et attaquer tout de suite et pas attendre. C'est un choix, sauf que ce choix-là, il s'est pas avéré payant parce qu'il y a plein d'articles et je crois que, pareil, c'est un truc, j'en avais parlé sur un autre article. Alors, on va essayer de retrouver ça, notamment chez nous, hein. Ouais, exactement, c'était ça. Mac Forever qui dit la French Tech va mal, la bulle éclate. Alors oui, les titres, souvent accrocheurs, aguicheurs. Parce qu'au final, c'était pas méga parlant dans leur exemple où ils disaient qu'il y a 64 défaillances sur 1000 boîtes. Honnêtement, c'est dérisoire, hein, c'est 64. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup plus de défaillances que ça. Hausse inquiétante. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de défaillances que ça. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas immédiatement. Il y a des choses qu'on arrive à masquer dans les comptes que les boîtes utilisent en général, des stratégies où ils vont dire ouais mais non en fait on prend plus un exemple des freelances plutôt que des internes, comme ça passe en coût d'investissement, c'est on injecte des fonds et en fait au final quand on retire ben, tous ces fonds d'investissement, eh ben, on maintient notre chiffre et ben, ça garde de la croissance. Plutôt que de recruter en interne, que ça fasse partie des coûts fixes et que au final sur papier quand on regarde un bilan on se dise ah mais ouais il y a beaucoup trop de coûts fixes par rapport au rendement donc cette boîte là elle n'est pas rentable. Eux, ils préfèrent dire que, ouais, vous avez vu, au final, c'est des investissements. Sauf que, bah, faut pas trop se leurrer, hein. Les boîtes qui font ça, quand ils vont enlever les freelances, bah, ça va aussi se casser la figure. Parce que c'est aussi les gens qui soutiennent cette croissance. Donc, il y a eu des approches où les sociétés ont un peu abusé de ça, quoi, de comment on présente les comptes. Franchement, il ne faut pas trop se leurrer et se fier aux apparences. Les boîtes qui n'ont pas de réelle marge. En fait, les boîtes qui sont pas break-even, qui sont toujours pas à l'équilibre, etc. Généralement, franchement, ça vaut pas trop le coup, hein. Tant que ça atteint pas au moins l'équilibre, ça vaut pas trop le coup. Et effectivement, des fois, tu as des indicateurs où ils sont quand même en dessous, et tu te dis, ouais, mais on voit bien qu'ils vont arriver à cet équilibre-là, donc on peut y aller, on peut investir, etc. Mais c'est très rare. Euh, en général, en général, c'est de la croissance artificielle, faut quand même pas trop se leurrer, quoi. Et j'avais fait un article où je parlais, bon, pas grand-chose à voir, hein, mais des limites du DDD, parce que justement, le DDD, qui est une approche, une méthode de travail, où on va organiser par domaine, etc., un projet, donc qui va permettre souvent de découper des tâches en petits silos, créer des petits groupes, etc. Ce sont des stratégies qui, très souvent, ont été mises en place en parallèle de ces mouvements de fonds, de capitaux. C'est-à-dire que bah, on a fait rentrer de l'argent, on va recruter plein de gens et on va mettre en place de l'organisation DDD pour bah, déployer ces gens-là sur le projet. Donc on va découper en plein de petites équipes. Euh, ils aiment bien appeler ça des... Ah mais comment ils appellent ça? Des bulles. Je sais plus, je ne me rappelle plus du nom. Il y a un nom pour ces petites équipes dédiées à une tâche bien précise. Et en fait, je parlais des limites du DDD qui, en soi, c'est une méthode de travail qui permet quand même de fluidifier la communication business vers technique, et vice-versa, mais qui aujourd'hui est utilisée un peu, je trouve, de manière abusée, où on se dit, bah ouais, en fait, on va mettre plein de fonds, on va mettre beaucoup de gens dans les équipes,
on va employer des méthodes DDD et on va attendre que ça fasse de la magie parce que bah, du coup, on a plein de gens, donc trop cool, le projet va aller vite. 9 femmes ne font pas un bébé en un mois, en fait, hein, ça veut rien dire de faire ça. Et je montrais en fait dans cet article les limites du DDD, donc avec des, enfin, des exemples à l'appui ou où Fred Brooks disait par exemple que ajouter des personnes à un projet en retard, bah, ça le retarde davantage, ou QSM, en Quantitative Software Management, avait fait une étude en montrant que sur plus de 4000 projets, bah, les équipes de 3 à 7 personnes elles sont beaucoup plus performantes, plus productives que les grandes équipes. Ça, c'est quelque chose que, honnêtement, moi, j'ai beaucoup bossé pour des boîtes, bah, que ce soit du CAC 40 ou du S&P, euh, des grosses boîtes. Et franchement, je suis plutôt d'accord. Les projets marchent beaucoup mieux si on maintient une petite taille d'équipe. Je dis pas qu'il faut faire grand, il faut pas faire grandir une boîte. On peut faire grandir une boîte, mais il faudrait que tu fasses une croissance horizontale plutôt que verticale. C'est-à-dire que ben, tu pars sur plein de projets side qui veulent conquérir plusieurs marchés. Je préfère quelque chose comme ça, un peu comme une approche portefeuille en bourse où tu dis bah, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, je j'essaie de, ouais, de diversifier un peu pour faire face au risque. Et ben, de la même manière, je pense qu'il faudrait créer plein de sub-teams sur différents projets d'une équipe sans forcément les faire communiquer parce que dès que tu veux les faire communiquer, c'est là où ça marche plus. Donc il faudrait vraiment que ce soit des projets indépendants et agnostiques les uns des autres. C'est-à-dire que si le projet A il crève, bah, le projet B il en a rien à foutre. Et il y a des exemples de ça qui marchent très bien, hein. Sony, qui a une branche musique, bah, si elle meurt, bah, ça n'empêche pas les PlayStation de se vendre, quoi. Ni les télés. Et vice-versa, si la télé elle crève, bah, ça n'empêche pas les consoles de se vendre et de la musique de continuer et les films de se produire. Donc je pense que c'est une stratégie qui fonctionne. Maintenant, je pense aussi que bah, le DDD dans les boîtes, il y a eu beaucoup trop d'abus. On a voulu trop gonfler les teams et attendre de ça bah, des résultats qui n'arriveront pas. Et aujourd'hui, c'est, enfin, entre 2023 jusqu'à maintenant 2025, c'est là où on se dit, ah mais ouais, en fait, ça marche pas ce modèle. Et les boîtes, comme elles réalisent ça, elles se disent, ouais, en fait, on va virer des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vit sur le marché, c'est le décalage d'avoir le retour d'infos de ce qu'on a effectué comme action dans le passé. Donc on est en train de se prendre en train de se prendre les murs de, de la direction qu'on a pris il y a bien longtemps, quoi. Donc voilà un peu ce que je pense sur l'état du marché aujourd'hui en 2025. Mais c'est pas une fin en soi, hein, parce que dans un des articles, je parlais des possibilités, ouais, des portes qui restent finalement entrouvertes, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Notamment, ce que je disais, c'est que bah, ceux qui souffrent le plus aujourd'hui de la crise, c'est les juniors. Et je le vois parce qu'il y a beaucoup de juniors qui sont en recherche et c'est devenu difficile pour eux parce que quand tu as autant de seniors sur le marché et que bah, en face, les boîtes se disent ok, j'ai le choix entre les deux, la boîte, elle va pas prendre de risques, hein. Franchement, elle n'a pas trop d'intérêt à le faire. Elle a le choix entre quelqu'un qui sait déjà comment faire les choses et quelqu'un qu'elle doit former à moins de drastiquement réduire le salaire d'un junior. Pas d'intérêt à bosser avec un junior. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. C'est juste, faut quand même être conscient de ça. Et donc, bah, beaucoup de conversions professionnelles ou de juniors sortis d'école, bah oui, clairement, ils galèrent aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est la fin des haricots? Est-ce que c'est fini? Bah, je pense pas forcément parce que. Alors, il faudrait quand même que je retrouve cet article-là. C'est peut-être intéressant. C'était où que j'ai parlé de ça? Ouais, c'était ici, sur l'article sur Intel. Ouais, je disais que je pense pas que ce soit la fin des sociétés et du recrutement. Je pense que le modèle va changer. Parce que comme je disais, bah, les boîtes, elles recruteront plus autant dans le cadre du moins d'un monoprojet, à moins de faire une diversification horizontale. Il n'y a pas trop d'intérêt de le faire verticalement. Autant prendre, franchement, honnêtement, hein, autant prendre 10 bruts que ça tourne plutôt que de prendre 200 personnes et qu'en fait, ce soit beaucoup plus difficile à avancer. Parce que juste la communication, c'est pas la même chose quand tu as autant de gens. Et bah, tu vas créer des bloquants. Des bloquants dans le sens où quand il y a beaucoup de gens, bah, il faut qu'ils communiquent. Des fois, il faut que certaines équipes attendent les autres équipes et du coup, tu n'avances pas.
Et de la même manière, ouais, de la même manière, quand on recrute beaucoup de gens, bah c'est trop difficile d'avoir la Dream Team tout le temps, quoi. Quand tu recrutes 5 personnes, de tomber sur 5 brutes, il y a peut-être moyen. Mais quand tu recrutes 100 personnes, juste c'est pas possible. Je sais pas comment on fait pour tomber sur des gens qui sont vraiment doués 100 fois de suite. Honnêtement, je sais pas dans quel monde. C'est tellement dur d'avoir des gens qui font vraiment l'affaire et qui sont capables de réaliser ben, tous les besoins de l'entreprise que de reproduire l'exploit 100 fois de suite. Juste, bah, permettez-moi d'en douter, hein, ça marche pas trop en fait. On n'arrive pas à faire autant de bons recrutements de suite. Et le problème, c'est que bah, c'est tellement difficile de recruter de bons éléments, et c'est tellement impossible de dire que je vais en prendre 70 et ils vont tous être bons, que bah, les boîtes, elles vont plus se poser des questions en fait. Elles vont prendre peu de gens, elles vont prendre à chaque fois des gens qui avancent, et tant qu'il n'y a pas un réel besoin de créer un nouveau poste, elles vont continuer à tourner avec les gens qu'elles ont déjà. Et c'est déjà le cas avec X. Et bah, quand bien même les gens ils aiment pas Elon Musk, quand bien même il est détesté, etc. Et ben en fait avec X, la boîte tourne avec le noyau dur quoi. Il a gardé ce qu'il estimait être des brutes qui font tourner le truc. Il n'a pas besoin de plus de gens que ça. Et eux ils vont faire tourner toute la machine. Ils n'auront pas besoin de plus de gens que ça. Et voilà. Bah, en fait ça montre que c'est plus facile de recruter une petite équipe douée que de prendre beaucoup de gens avec des gens moyens dedans. Et certains peuvent se dire, ouais, mais c'est pas grave, en fait, le niveau de ceux qui sont bons, ça compense et puis ils forment les autres et tout. Ouais, mais de la même manière, honnêtement, des fois il suffit juste d'une pomme pourrie pour plomber une boîte. Ça existe. Il y a des cas où il y a des mecs qui oublient un truc, ouais, parce que c'est pas grave, parce qu'il prend la légère, et un mec tout seul il plombe une boîte. Il oublie de faire un backup. Ah oui, j'ai oublié, c'était moi l'ops, j'ai oublié de faire le backup. Ben, le serveur il a craché, on fait comment? Il n'y a pas de backup, ah bah merde, voilà, un mec il a plombé une boîte et ils sont 200. On fait comment? Ça existe, hein. Je suis pas en train d'inventer. Ces cas-là existent. Il y a des mecs tout seuls, ils plombent des boîtes. Donc, ouais, autant prendre peut-être moins de gens, je peux comprendre, et prendre des gens beaucoup plus pointus dans ce qu'ils font comme métier au quotidien. Maintenant, je disais, c'est pas la fin de l'emploi parce que, au final, ben, ces grosses boîtes, elles recrutent plus, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens sur le marché qui n'ont pas d'emploi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Bah, vu qu'ils n'ont pas le choix, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais, ben, au final, on va faire des trucs, quoi. On va se lancer, on va nous-mêmes faire nos boîtes parce qu'on n'a pas trop le choix. Et je pense que du coup, bah, pour le coup, plus les juniors que les seniors, mais ils auront plus tendance à eux-mêmes se lancer et devenir bah, des concurrents redoutables, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont pas doués. Il y a des gens, ils sont très bons, c'est juste on leur laisse pas la chance. Donc au bout d'un moment, bah, vu qu'ils n'ont pas la chance de pouvoir mettre le pied dans une entreprise, ils vont le faire eux-mêmes. Et je pense que ce sont ces mêmes personnes qui seront à l'origine des nouvelles startups, des nouveaux succès de demain. Et j'imagine que plutôt que d'avoir des grosses boîtes qui recrutent 2000, 3000, 4000 personnes, etc., eh ben on va avoir plein de petites boîtes et que le tissu économique va profondément changer, que les gens ne travailleront plus pour une grande boîte, mais qu'il va y avoir plein de petites boîtes, souvent même, j'imagine, à l'échelle locale, c'est-à-dire au sein d'une ville. Je dis une connerie, mais au lieu d'avoir l'équivalent une boîte de R&D, tiens, d'un Mistral pour toute la France, bah, peut-être qu'on aurait une petite boîte d'IA locale dans la ville qui recrute 4-5 personnes. Et que ce sera le cas sur plein d'autres sujets un peu partout sur le territoire. Donc voilà, je pense que c'est pas la fin de tout. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a quand même matière aujourd'hui à faire beaucoup d'innovation. Parce que mine de rien, bah, l'IA, ça reste un outil, hein, c'est-à-dire c'est pas notre ennemi, si on s'en sert bien, il y a moyen de faire des choses avec, et je pense que c'est une opportunité aujourd'hui, qui a jamais eu autant d'opportunités en 2025 de créer des choses et de faire des trucs solides, quoi. Donc je pense qu'on peut se lancer, qu'on peut faire des choses, et que l'emploi va se relancer de cette manière. Donc faites-vous confiance, lancez-vous, gardez espoir, et kiffez, quoi, codez. Voilà, j'espère que ce petit point, ben, il vous a plu, tout comme moi, ça me plaît de parler du sujet. Je pourrais en débattre longtemps, hein. Et puis, ben, commentez si vous êtes d'accord, pas d'accord. Donnez-moi votre avis et je me ferai un plaisir de discuter, de dialoguer avec vous. À plus.